Donc voilà, il faut que je m'y prenne mieux. Hein. Donc voilà. Donc je crois que maintenant je vais venir sur les conséquences peut-être qui sont plus au cœur de cette conférence. Hein, donc la perte de biodiversité par exemple en premier lieu. Voilà, il y a ce rapport de disons cette plateforme, disons la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les systèmes de l'IPBES. Hein, donc c'est un peu, enfin, c'est largement c'est l'équivalent, disons, des scientifiques qui se réunissent pour faire un diagnostic sur tout ce qui touche à la biodiversité. Et le diagnostic est extrêmement pessimiste. Vous voyez que le taux d'extinction des espèces s'accélère, voilà, avec des conséquences graves déjà. Donc ça, c'est un rapport que vous pourrez trouver facilement. Il a été adopté au mois de mai dernier, c'est un rapport récent. Donc quelques chiffres qui viennent aussi directement de ce rapport. Et là, je pense qu'on touche aussi, vraiment bien sûr, au cœur de l'intérêt d'avoir un parc naturel régional. Donc je crois qu'il y a 8 millions d'espèces recensées, il y a 1 million d'espèces animales végétales qui sont aujourd'hui menacées d'extinction. Voilà. Donc ça peut être... Il n'y a pas que des espèces emblématiques, bien sûr. Et c'est là, je crois, bien sûr, là aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui. Donc l'abondance moyenne, les espèces locales, les grands habitats terrestres, vous voyez, 20% de moyenne. Les amphibiens, les récifs coralliens, j'y reviendrai, ça va être pire si rien n'est fait. Bon, voilà, les insectes, il y a quand même une diminution également, il y a eu des données récentes. Donc, rappelle que sur 680 espèces, voilà, 9% des races domestiques, là, des mammifères utilisés, c'est vrai que la perte de certaines races, c'est quelque chose d'important, hein, qui sont menacées. Voilà, donc des rappels de ce rapport. Voilà, je suis peut-être allé trop vite. Ouh là là, je vois rien, ça peut. Je ne peux pas allumer là. Je ne peux pas vraiment pas allumer. C'est difficile. C'est quel. Ouais, c'est moi qui suis trop vite. Ouais. Voilà. Tant que vous et l'autre, ouais, c'est celle-là que je fais. Donc, ce qui est important et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de regarder quels sont les facteurs de cette perte de biodiversité. Je m'appuie toujours sur ce rapport, en fait, disons il y a 5 facteurs, d'après les spécialistes de biodiversité, qui conduisent à cette diminution. Donc, par ordre d'importance, vous voyez, donc, bien sûr, gérer nos activités, hein, en premier lieu, une exploitation directe de certains, ça c'est bien sûr de la prédation, je dirais, d'une autre façon. Le changement climatique, c'est le 3e facteur. Je crois que c'est 14%, il y a une estimation un peu à la louche, de la perte de biodiversité qui pourrait être liée au changement climatique. Donc ça a déjà un impact important sur la nature. Alors, voilà, au niveau des écosystèmes, au niveau de la biodiversité des écosystèmes, mais aussi au niveau de la diversité génétique, je dirais, mais aussi au niveau des écosystèmes, bien sûr des paysages, et puis cet impact devrait augmenter au cours des décennies à venir. Donc voilà, et puis surpasser en fait, on peut craindre que si le réchauffement climatique ne soit pas maîtrisé, eh bien ce devienne le premier facteur de perte de biodiversité. Je crois alors je reviens ici non pas sur le rapport de l'IPBES, mais sur le rapport du GIEC. Dans le dernier rapport du GIEC, nous sommes aussi intéressés à cette perte de biodiversité. Et 2 aspects qui vont bien vous faire comprendre ce risque de perte de biodiversité par rapport au réchauffement climatique. Donc là, vous voyez, on parle disons qu'en ordonnée, c'est la vitesse de déplacement du climat très rouge à la fin du siècle en cas de réchauffement, voilà, de scénariométeur. On prend le scénariométeur, on regarde à la fin du siècle les vitesses de déplacement des zones climatiques. Vous voyez, donc c'est peut-être difficile à voir, c'est entre 60 à 80 km par décennie. En gros, les zones climatiques se déplaceraient de quelques kilomètres par an. Et puis, là, vous avez, ne cherchez pas les noms, il y a des pictogrammes, voilà, on va chercher les arbres. Il y a 8 espèces faune ou flore, avec leur vitesse, leur capacité de déplacement. Et c'est clair que
disons, la vitesse maximale de déplacement des espèces est voilà, pour la moitié des espèces, en fait. Donc, pour les arbres, alors pour les arbres, pour les plantes, pour les rongeurs et pour les primates, leur capacité de déplacement de leur population est inférieure, voire nettement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Serait, parce que j'espère qu'on n'arrivera pas dans ce contexte. Mais vous voyez que dans un monde comme ça, où le climat se modifie très rapidement, eh bien, les espèces ne peuvent pas suivre. C'est le message, et bien sûr, ça aggrave largement la perte de biodiversité. Et c'est ça la difficulté. C'est vrai aussi dans l'océan. Hein, c'est vrai aussi dans l'océan. Voilà, donc là aussi, alors là, bon, dans ce cas-là, les vitesses de déplacement alors, sont sur l'axe horizontal, non pas sur l'axe vertical. Il faut s'y faire, mais c'est pas très grave, je crois. Finalement, c'est plus lisible. Donc là, vous avez aussi différentes espèces marines, mollusques, voilà. Alors il y a des zones où les vitesses, il y a des zones de l'océan où les zones climatiques il y a des régions de l'océan où les zones climatiques se déplacent plus rapidement. Hein, c'est dans l'équateur et disons dans les régions polaires, ça peut aller, vous voyez, jusqu'à 10 km par an, hein, ce trait rouge. Dans d'autres régions, ça peut être entre 2 et 4 km. Donc ça dépend des régions où ces espèces vivent. Mais il y a aussi, hein, dans les régions disons, où la vitesse de déplacement, où des zones rapides, hein, la zone rouge, ce qu'on appelle les zones de déplacement rapide, eh bien, on voit bien qu'il y a pour beaucoup d'espèces qui sont ici, poissons, zooplancton, mais donc c'est des espèces marines différentes, eh bien, beaucoup ont aussi une vitesse de déplacement, une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement, en gros, des températures dans l'océan. On voit bien la difficulté. Donc ça illustre, je crois, de façon très claire, ce lien entre disons, réchauffement climatique et accélération de la perte de biodiversité, qui n'a vraiment pas besoin de ça. Hein, c'est très clair. Hein, donc, quand on parle de 6e extinction, beaucoup de spécialistes de la biodiversité parlent de 6e extinction sans avoir à l'idée l'effet du réchauffement climatique. Déjà, disons, même s'il n'y a pas réchauffement climatique, la perte de biodiversité est un vrai problème. Donc, mais je crois ici que c'est très clair que le réchauffement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, risque de l'exacerber. Donc on va rester un peu sur l'océan. Donc, bien sûr, l'élévation du niveau de la mer, c'est quelque chose d'important pour les régions côtières. En fait, oui, qu'elle soit dans des zones inondables très vastes, mais aussi même, je crois que M. le maire l'a dit, finalement, l'érosion est aussi, l'érosion est un phénomène qui a toujours existé, mais disons qu'une élévation du niveau de la mer accélère aussi l'érosion, c'est très clair, hein, dans ces régions. Donc ce n'est pas simplement, disons que ce phénomène d'élévation du niveau de la mer est important pour les régions côtières dans leur ensemble. Donc on ne fait rien d'ici la fin du siècle, bon, ça pourrait être de l'ordre de 1 mètre, et toujours les zones rouges. Bon, voilà, mais là, le problème, c'est la lenteur, disons, l'inertie de l'élévation du niveau de la mer, qui fait qu'une fois que c'est lancé, ça ne s'arrêtera pas. Dans ce cas-là, disons, un scénario émetteur, ce serait 2 à 3 mètres à la fin du siècle prochain. Et puis, un risque très clair de fonte complète du Groenland. Alors, non pas à l'échelle de 2-3 siècles, mais plutôt à l'échelle séculaire, voire millénaire, et d'un risque, disons, de disparition complète du Groenland. Ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Vous me direz pourquoi je vous parle de ça, alors que ça ne se produira que dans 500 ans, entre 500 et 1000 ans, ou même dans 1000 ans. Eh bien, parce que c'est maintenant qu'on en décide. Hein, c'est vraiment, disons, le réchauffement des prochaines décennies qui va en décider. C'est assez clair. Une fois que, disons, que la chaleur est dans le système, on n'arrêtera pas. Donc, on va revenir sur Terre, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Mais bon, quoi. Parler un peu d'agriculture, rendement agricole, hein, sur le territoire, c'est important. Donc,
il y a déjà des impacts. Là, je parle d'abord à l'échelle planétaire. Hein, déjà des impacts sur les cultures. Voilà, donc, bon, là, les cultures qui sont là, c'est le blé, le soja, le riz et le maïs. En gros, et puis après, par région, ben, vous voyez, il y a déjà des diminutions des rendements en blé. C'est moins vrai pour le soja. Le riz, ça va à peu près, et en maïs, disons à l'échelle planétaire. En fait, c'est quelque chose qui est déjà bien documenté en France. Donc, quand on regarde les rendements de blé, ça c'est pour notre pays. Donc, en fait, ils ont augmenté de façon assez continue depuis la Seconde Guerre mondiale. Là, vous voyez, c'est depuis 1970 qu'ils ont augmenté vraiment de façon assez, oui, enfin, ils sont assez importantes d'ailleurs. Hein. On arrive, vous voyez, à 70, 80 quintaux hectares. Non, oui, 80, oui, quintaux, pas là c'est les tonnes. Moi, j'aime mieux parler en quintaux. Voilà, mais ce qu'on observe, bien, si vous regardez à partir des années 2000, pratiquement, ces rendements stagnaient. Et mes collègues de l'INRA attribuent cette stagnation, en fait, largement, pour une part, au climat. En fait, à moins, disons, un assèchement, moins de précipitations pour le moment. Voilà, donc c'est quelque chose déjà observé. Donc alors en 2016, c'était assez, disons, moins 30%, c'est pas du tout lié à, disons, à moins d'eau dans les sols, globalement, hein, disons, moins de disponibilité de précipitations dans certains cas, c'est au contraire l'excès de précipitations, ce sont les inondations dans le sud de l'île de France, et là ça a été assez dramatique sur une grande partie de l'île de France, sur les rendements anglais, moins 30% en 2016. Voilà. À l'échelle planétaire, alors bon, il y a beaucoup de gens qui pensent, ouais, mais bon, ça va être bien en Sibérie ou dans d'autres régions, les rendements anglais, il n'y a pas de problème, les rendements vont augmenter, tout va pour le mieux, allons-y. Alors ça, c'est pas complètement faux. Donc il y a des régions qui, en termes de productivité agricole, vont gagner. Vous voyez, ce sont les régions en bleu, là. Certaines régions peuvent gagner jusqu'à 5. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour un peu, on a agrégé là, les 4 cultures, soja, riz, blé et maïs, sur lesquelles nous construisons, ainsi que le bétail. Elles sont agrégées, donc oui, les rendements peuvent... Il y a des régions où les rendements augmenteront. On peut bien sûr plutôt les régions qui actuellement sont trop froides et qui deviendraient productives, en particulier pour le blé. Ce qu'oublient les gens quand ils parlent de cela, eh bien, c'est qu'il y a des régions qui perdent aussi en productivité, soit par une diminution des précipitations dans certaines régions, mais aussi parce qu'au-delà de 30 degrés, eh bien, rien ne pousse de façon optimale. Et vous voyez, donc ça, ce sont les régions en jaune et marron. Alors la prochaine décennie, grosso modo, c'est à peu près équilibré, hein, quand le réchauffement est limité. Puis quand on avance vers la fin du siècle, eh bien les régions disons, qui perdent en productivité, les régions jaunes et marron, prennent nettement le pas sur les régions qui gagnent en productivité. Hein, donc c'est très grave. Donc il faut vraiment abandonner cette idée que le réchauffement climatique, c'est bien pour l'agriculture. Ça peut être bien localement, hein, donc il faut s'y adapter, c'est pas ça, mais globalement, de façon sur la planète, c'est pas le cas. Hein, donc c'est assez clair cela. Alors bon, une des raisons, évidemment, ce sont les précipitations. Hein, donc il y a des régions, par exemple. Donc ça, c'est bien sûr, on ne va pas parler de température quand on parle de climat. Donc là, vous voyez, c'est centré en fait sur l'Europe et le nord de l'Afrique. Donc, par exemple, alors une caractéristique, si vous regardez au milieu, c'est l'hiver. Les zones en vert, c'est là où les précipitations vont augmenter. Elles augmentent de façon importante sur le nord de l'Europe, alors sans aucun intérêt, hein, sauf accroître le risque d'inondation. Et puis les zones marron, jaune, eh bien voilà, des diminutions des précipitations jusqu'à 50%. C'est vrai pour tout le pourtour méditerranéen l'été, hein, que ce soit, et c'est des choses qui posent réellement problème. Bon, parce que moins de précipitations en été, c'est une des caractéristiques sur le pourtour méditerranéen. Aussi plus d'évaporation, donc les ressources en eau sont affectées, avec des conséquences sur l'agriculture, sur les flux migratoires, c'est clair, parce que tout le nord de l'Afrique, hein, les régions subsahéliennes seront parmi les régions affectées par, disons, je dirais, ces sécheresses à répétition, et puis les risques de feux de forêt. Donc, un point qui m'a marqué, parce que j'en parle souvent, enfin j'en parle, je montre cette carte, m'a impressionné. Là, on va parler des risques de feux de forêt. Donc, on regarde cela alors on va aller en, disons, une trentaine d'années. Donc, les zones en rouge, alors ce sont simplement des niveaux de risque de feux de forêt.
Donc il y a un niveau de 1 à 5, le niveau très élevé, il y a beaucoup de risques, c'est le niveau rouge. Si vous regardez une carte aujourd'hui, disons c'est tout rouge sur le pourtour de la Méditerranée, enfin, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le sud de la France, c'est des régions à risque. Mais ce qui pose question, c'est ce qui est bien, quand vous regardez la carte en 2050, le centre et l'ouest de la France, qui actuellement est ici, hein, qui ne sont pas à risque pour le moment, le deviendront. Donc c'est assez clair que voilà, c'est des conséquences du réchauffement climatique, y compris sur les territoires. Et bien sûr, le parc, il faut éviter ça hein, quand même. Hein. Pas de feu dans le parc. D'accord. Donc voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe plus chez nous maintenant? Donc en fait, bon, le réchauffement climatique est bien sûr là en France. Le record c'est 2018. Voilà, c'est pas 2016 comme l'échelle planétaire. Donc vous voyez plus de variabilité, hein, ce qui est normal quand vous regardez sur une région plus petite. Mais le réchauffement est bien là, hein, donc bien marqué. Et bon, c'est intéressant de regarder alors de façon plus précise. On a aussi des enregistrements, là, vous voyez, depuis les années 60, à peu près une soixantaine d'années d'enregistrements. Là, c'est Rennes-Saint-Jacques, la moyenne annuelle. Donc, ben, voilà, puis, donc c'est quand même largement plus du degré, hein, depuis les années 50-60. Et bon, il y a bien des gens ici qui ont des souvenirs. Hein. Quand même, l'hiver 62-63, c'était pratiquement, il y a eu du gel tout l'hiver. Hein. Vous vous rendez compte, c'était 63, je crois, 63. Voilà, donc les hivers, vraiment, voilà, les hivers se réchauffent également. Hein. C'est une idée très claire. Hein. Donc là aussi, les hivers se sont réchauffés pratiquement d'1,5 degré. Il y a beaucoup de variabilité, mais disons cette idée qu'il y a aussi, je pense que les statistiques sont là aussi pour la Bretagne, il y a quand même moins de neige en Bretagne. Voilà. Donc oui, c'était indiqué, donc en Bretagne, on est sur un rythme de réchauffement d'entre 2 et 3 dixièmes de degrés par décennie, c'est-à-dire 1,5 degré depuis ma jeunesse, hein, que j'ai vécu pas très loin d'ici, on venait même de temps en temps à Dinard, pas très souvent, mais voilà. Donc ça sent aussi la nature, hein, finalement les meilleurs enregistreurs du réchauffement climatique, bon, il vous suffit d'aller, ceux qui sont curieux, il vous suffit d'aller sur le site de l'ONERC, l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique, et l'ONERC collectionne, ils ont mis en ligne d'ailleurs un ensemble d'indicateurs du réchauffement climatique. Donc voilà, c'est le cas. Bon, les dates des vendanges, ça nous touche moins ici, mais elles se sont avancées, quel que soit le vignoble, eh bien, elles se sont avancées d'une 15 jours à 3 semaines depuis 50 ans. Plus proche de nous, là, quand on regarde, donc ça, je crois que c'est en Anjou, bien, c'est où exactement? Ouais. Oui, c'est Angers, hein, voilà, c'est marqué. Donc voilà, les dates là, de floraison se sont aussi avancées hein, largement sur les 30 dernières années, plutôt avec un saut à la fin de... voilà, donc, mais ils sont quand même dans ces aussi 15-20 jours, 2 à 3 semaines dans la floraison moyenne. Il y a beaucoup de variabilité d'une année sur l'autre, hein, c'est quand même très clair. Donc, où est-ce qu'on va maintenant en Bretagne? Ça, il y a une étude d'ailleurs sur la conférence départementale de l'environnement, donc c'est ce que vous allez faire dans votre projet breton quand même, hein, donc sur la COP Brest, la Brest COP, voilà. Qu'est-ce qu'on envisage pour la Bretagne? Donc, c'est le modèle de Météo France, hein, donc une poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle. Donc vous voyez évidemment le scénario émetteur qui est ici en violet nous emmène également, alors pas vers 4 à 5 degrés, le réchauffement est un peu moins important que la moyenne française, on bénéficie de la proximité bien sûr de l'Atlantique et de la Manche. Voilà, dépasser 3 degrés quand même à l'horizon, en Bretagne, alors il y a un point qui est important sur lequel je vais revenir parce que c'est à mon avis très important et disons, généralement, qui n'est pas forcément bien perçu par chacun d'entre nous, c'est qu'en Bretagne, il n'y a pas tellement d'évolution des précipitations envisagées. Hein, donc, quand on regarde les modèles, c'est plutôt quand même plus au sud, mais si ça se réchauffe, ça évapore plus, et il y aura quand même moins de disponibilité d'eau. Hein, c'est bien ça qu'il faut, disons, même quantité égale de précipitations,
2 degrés de plus, eh bien, ça joue sur l'évaporation et donc assèchement des sols, qui est souligné dans dans ce diagnostic de Météo France, un assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison. C'est quand même, bien sûr, une augmentation des canicules. Donc, bon, alors j'ai pris quelques conclusions de ces études, qui étaient une étude régionale. Voilà, il est déjà sensible en Bretagne, devrait s'accentuer. Donc les canicules, les hivers très froids diminuent, bien sûr. Voilà, augmentation de température pratiquement toute saison. Grosse incertitude sur les pluies, donc, mais quand même des sécheresses, alors surtout estivales accrues. Bon, il est souligné dans cette synthèse que pour la Bretagne, c'est quand même le niveau de la mer est quand même un problème, ça dépend où on est en Bretagne. À Janzé, c'est pas trop de problème, c'est un pays natal, mais ici, c'est quand même un problème important. Voilà, et puis on n'a pas tellement d'idées. Par exemple, on a eu beaucoup de discussions en 99, enfin, ces grandes tempêtes, celle de 99 en particulier, mais on a été très prudent à l'époque pour établir un lien avec le réchauffement climatique, et c'est pas très clair, mais il y a quand même peut-être des risques de vent plus violents, mais c'est pas vraiment, c'est ce que dit ce rapport. Pour le moment, il n'y a pas assez de modèles régionaux, ça progressera certainement, mais je ne vais pas vous dire qu'il y a ce risque pour le moment. Mais ce qui est bien établi, par exemple, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on ne parle pas, on va pas parler des précipitations, mais vraiment de l'évolution du débit moyen des fleuves, des rivières, et donc qui quand même, disons, est une traduction assez réelle, enfin assez directe justement de ce bilan précipitation et évaporation, qui est important, donc de l'assèchement des sols. Et bon, bien sûr, il n'y a pas de surprise, ça peut être très important la diminution sur le sud de la France, en particulier au sud-ouest ici. Mais la Bretagne, ça peut être quand même des diminutions de 10 à 20%, donc ils sont... il y a eu un rapport très récent du Sénat par notre ami breton Ronan Dantec, qui était sénateur, et qui a un rapport sur l'adaptation au réchauffement climatique. Et un des points marquants, eh bien, c'est qu'ils ont synthétisé ces résultats en disant que, disons, à échéance de 2050-2060, il y aurait des risques de diminution des débits des fleuves et rivières en France entre 30 et 60%. C'est quand même très impressionnant, et ça, c'est peut-être aussi important que les aspects de température. Donc, bon, pas de problème. Bon, bien sûr, les canicules vont devenir plus fréquentes. Alors, on aurait pu faire la même figure pour la Bretagne. Si on regarde les étés, eh bien, 2003 était l'été, ça c'est pour l'Île-de-France, mes collègues des modèles de l'IPSL. Donc, vous voyez, les données sont en noir jusqu'en 2003, qui reste toujours l'été le plus chaud. Donc là, on regarde les 3 mois d'été. Eh bien, grosso modo, à partir de 2050, 2060, l'été 2003 devient la norme. Mais les étés caniculaires de la seconde partie de ce siècle, dans le cas du scénario émetteur, le scénario rouge, eh bien, pourraient être 6 à 8 degrés plus chaud qu'un été de référence du XXe siècle, alors que 2003 n'était, entre parenthèses, que 3 degrés plus chaud qu'un été de référence. On voit bien, on change carrément d'échelle. Et ça, c'est les températures moyennes, mais les records de température, donc eux, ont tendance à augmenter 2 fois plus rapidement que les températures moyennes. Et en fait, nous redisons qu'il y a des risques en cas de réchauffement climatique important. Il y a vraiment des risques qu'il y ait des records de température, y compris en Bretagne, qui atteignent 50 degrés dans cette deuxième partie de ce siècle, si le réchauffement n'était pas... On parle bien de records de température cette fois, parce que oui, les températures moyennes n'ont rien à voir, c'est 24-26 degrés. On parle de records de température caniculaire, et voilà, dans ce cas-là, on passe aussi dans un autre monde. Donc tout ça pour, je pense, alors pour vous dire, pour vous convaincre, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire.